Donc, on est ensemble pendant 66 minutes pour une battle sur le thème « Laissez tomber les touristes, occupez-vous de vos prestataires ». Donc, c'est pour ça que ça va bien commencer. On va voir en fait deux intervenants. Alexis Aubespin, qui est directeur de l'Office de tourisme de Serre-Ponçon, et Dominique Le Thérisien, qui est directeur de l'Office de tourisme d'Dinan-Cap-Fréhel. Dans cette histoire-là, on va avoir en fait une double battle. Il y aura, parce qu'en fait, on est un peu tous d'accord quand même. Donc, ça va être vous qui allez faire la battle. Touriste ou Presta. Donc, nous, vous allez voir, on va être plutôt côté Presta. Donc, on aimerait bien que vous soyez plutôt côté touriste. Donc, ça va être la première battle. Faut-il s'occuper des touristes ou faut-il s'occuper des Presta en premier? Et la deuxième battle, ça va être Alexis et Dominique qui ne sont pas d'accord sur un point qu'on va développer. Est-ce que finalement, l'animation des prestataires, c'est un service public du tourisme, ou bien est-ce que c'est une machine à cash et on peut gagner beaucoup d'argent en s'occupant des prestataires? Oui. Et vous voyez de suite qu'il y a quand même un profil qui est quand même beaucoup plus coopératif service public, et puis il y a un autre profil très marchand, voire assez avide, peut-être. Voilà. Enfin, on va voir ça. Vous allez voir, ça va être le thème de la battle. Alors, pourquoi on a choisi pendant ces ET de parler de ça? C'est suite notamment, c'est suite à beaucoup de réflexions qui se font jour partout, dans les offices de tourisme, mais également dans les ADT, sur où est-ce qu'il faut mettre l'effort et cette envie et cette demande de mieux s'occuper des prestataires touristiques et de différencier la gamme de marketing de services envers ces prestataires d'activité, ces prestataires d'hébergement. Et donc, j'avais écrit un article il y a quelques mois sur le blog qui s'appelait « Arrêtez de penser aux touristes et occupez-vous des prestataires ». C'est quand même eux qui sont les plus importants. Alors, pourquoi? Parce que on a toujours l'office de tourisme vendu une adhésion, une cotisation, un partenariat, comme on dit, aux prestataires touristiques d'un territoire sur le thème « Vous allez gagner de la visibilité ». C'est en général, quand il y a le pack premium, le pack plus, le pack exceptionnel, voilà, on a toujours le premier avantage affiché, c'est visibilité dans le guide de l'Office de tourisme, visibilité sur le site internet. Et de façon générale, on sait que pour une grande partie des prestataires, dans la majorité des territoires touristiques, il y a, je ne sais pas moi, station thermale, station de ski, on peut peut-être avoir des réalités différentes, mais en général, aujourd'hui, un hébergeur, tout le monde sera d'accord que c'est quand même pas par le pack visibilité de l'Office de tourisme qui remplisse sa chambre d'hôte ou son hôtel. Ça se saurait, mais malgré tout, on continue en général dans les packs de services de nos adhérents ou de nos partenaires à parler du pack visibilité. Et toujours d'avoir un contrat de partenariat. On dit soyez partenaire de l'Office de tourisme, mais c'est en général un peu un partenariat sens unique, c'est-à-dire acheter un pack et de ce fait-là, vous serez partenaire. La deuxième chose, c'est qu'on pense souvent dans un office de tourisme à pouvoir changer le type de prestation qu'on propose ou de service qu'on propose aux prestataires. C'est vraiment quelque chose qui est largement répandu. Mais l'office du tourisme, il n'est pas forcément attendu par le professionnel comme une ressource dans plein de domaines. Par exemple, est-ce qu'un hôtelier va naturellement penser à son office de tourisme pour améliorer son revenu management? Est-ce qu'un prestataire d'activité va naturellement penser à l'office de tourisme pour lui faire de la veille économique sur son activité? En fait, l'office de tourisme, il est quand même souvent cantonné dans l'esprit, dans l'imaginaire des professionnels, à un lieu d'accueil, logiquement à un outil de la collectivité qui doit faire leur promotion. Et donc, mais par contre, on ne va pas vraiment le chercher sur d'autres services. C'est quand même en général ce dont on se rend compte. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est un problème parce que si on veut proposer de nouveaux services, c'est pas forcément facile. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Alors il y a certes les chambres de commerce et d'industrie, des syndicats professionnels qui peuvent proposer un certain nombre de services aux professionnels du tourisme, mais le gros avantage de l'office de tourisme, c'est sa proximité. C'est-à-dire qu'il est en lien
au cœur du réseau, de l'écosystème des prestataires d'un territoire. Et ça, c'est son principal atout et son principal avantage. Et finalement, dans les nouveaux services dont on va parler, il n'y a pas grand monde qui les propose. Le principal concurrent des offices de tourisme, c'est en général l'ADT. Le principal concurrent des ADT, c'est en général les offices de tourisme, puisque se pose pour tous la question de qui c'est qui s'adresse à l'ultime bénéficiaire. C'est pour ça que sur plein d'actions, en général, je ne sais pas moi, pour aller visiter un projet de gîte, il y a évidemment l'office, il y a le CDT, mais il y a aussi le relais des gîtes, la chambre d'agriculture, le service tourisme du conseil départemental, le service tourisme du conseil régional, parce qu'on veut tous être en proximité. Mais c'est quand même un peu entre nous qu'on se fait de la concurrence. Par contre, aujourd'hui, il y a un champ libre de nouvelles prestations, à mon sens, de nouveaux services qui peuvent être proposés à cet écosystème de professionnels. Donc du coup, et ça va être juste ma petite introduction, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer et qu'est-ce que, selon moi, attendent les professionnels à force d'observer, de regarder, en rencontrant pas mal de professionnels, en animant des réunions dans le réseau, j'ai fait une classification qui vaut ce qu'elle vaut en 5 familles de services pour essayer qu'on s'y retrouve un peu. Pour moi, la première chose qui me semble qu'attendent les professionnels, c'est vraiment la mise en réseau. Et la mise en réseau à tous les niveaux. Mais c'est tout bête, hein. Si vous allez rencontrer les professionnels, il y a toujours « ah ben ouais, mais on ne se connaît pas, on n'a pas le temps de découvrir ce que fait notre partenaire, on ne connaît pas bien cette nouvelle activité, j'aimerais bien rencontrer des partenaires pour pouvoir renvoyer de la clientèle, etc. » C'est tout bête. Et quand il y a de la mise en réseau, une des premières choses qui est demandée, c'est « mais venez me voir, occupez-vous de moi, aimez-moi. J'ai envie de parler de mon activité. » Le prestataire, il est assez isolé finalement. Et il y a cette première demande qui est toute bête. Et quand on réfléchit dans les offices de tourisme, avec Jean-Baptiste, la semaine dernière, on travaillait là-dessus avec des collègues d'un office de tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, il y a de moins en moins de temps consacré à aller concrètement prendre le café à la chambre d'hôte ou au camping pour voir comment ça va. Et c'est vrai que c'est quand même la première demande numéro 1, la mise en réseau, où on peut être en plus très imaginatif sur des nouvelles formes de mise en réseau. La deuxième famille, c'est l'action commerciale. Mais dans l'action commerciale, je pense qu'il faut aussi changer de logiciel. On n'est pas forcément toujours sur action commerciale. On va mettre en place une centrale de réservation, une place de marché, et ça va être l'office de tourisme à la manœuvre. Je me rappelle d'une rencontre cet hiver où il y avait des prestataires et il y avait un hôtelier qui disait moi, je suis sur ce territoire, j'aimerais bien, j'ai 30 chambres, j'aimerais bien pouvoir contacter du comité d'entreprise, mais en m'associant avec un restaurateur de lieu de visite, etc. Et j'aimerais que l'Office du tourisme soit un peu le coordinateur de cette action commerciale. C'est relativement simple, mais le prestataire isolé, il n'a pas forcément le temps de formaliser une action commerciale. Et l'Office de tourisme peut, d'après moi, être l'outil qui va aider à mettre en place un certain nombre d'actions, mais sans forcément être maître d'ouvrage. Plus en amenant de la compétence, en amenant de l'organisation pour des actions extrêmement spécifiques qui peuvent être sectorielles, qui peuvent être sur une filière. Et là, il y a une vraie demande autour de ça. Ça peut aller assez loin et de façon assez détaillée, mais là, il y a une vraie demande. La troisième famille de services, qui d'après moi en général n'est pas vraiment un besoin exprimé par les professionnels, mais je pense que si c'est un besoin qui est satisfait, il y a une vraie satisfaction de leur part. Alors sous le terme peut-être pompeux intelligence économique, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? On peut mettre plutôt tout ce qui est veille sur l'évolution et la transformation permanente du tourisme, parce que dans tous les métiers du tourisme, c'est comme dans les organismes de gestion de la destination, il y a une mutation profonde et permanente. Par exemple, aujourd'hui, autour du durable, les questions qu'on se pose ici, il y a quand même la majorité des prestataires touristiques qui se posent ou qui vont se poser les mêmes. Comment on peut leur amener des réponses, comment on peut leur amener des exemples, des bonnes pratiques, du benchmark, etc. Quand c'est un prestataire qui n'a pas ce temps-là disponible, l'office de tourisme peut vraiment être une ressource. Donc du coup, ça peut prendre énormément de formes, du petit déjeuner thématique à la newsletter, au site pro, etc. Là, les possibilités sont énormes. Ce n'est pas forcément dans la culture européenne, et notamment française, un service qu'on paie.
contrairement par exemple à nos cousins du Québec, quand on parle avec eux, et même les petites entreprises achètent de l'intelligence économique beaucoup plus facilement, parce que c'est vraiment dans leur culture. Mais par contre, c'est un service plus, même s'il n'est pas immédiatement à valeur ajoutée, qui d'après moi est extrêmement intéressant. La quatrième famille de services, qui est de plus en plus important, et on n'a pas de réponse, c'est autour des ressources humaines. L'image de marque des entreprises du tourisme, le recrutement. Je sais pas, je pense que c'est dans toutes les régions de France que le problème de recrutement des saisonniers dans l'hôtellerie-restauration se pose. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de réponse, il y a quelques initiatives. Et là-dessus, il y a sans doute des choses à inventer sur l'apport, le recrutement, mais derrière, quelle est la problématique d'une entreprise touristique? C'est de pouvoir, une fois qu'on a recruté, de pouvoir former les collaborateurs et ensuite de pouvoir les fidéliser. Et du coup, comment l'office de tourisme ou le département, à ce moment-là, peut amener des services de professionnalisation et des services d'aide à la gestion des ressources humaines. Ce que font les relais territoriaux pour les offices de tourisme, je pense que les offices de tourisme, demain, peuvent le faire pour le compte de leur réseau, c'est-à-dire amener des actions de professionnalisation. Et enfin, la dernière famille que j'ai appelée la qualité de service, c'est tout ce qui est accompagnement des prestataires. C'est l'animation numérique de territoire. Par exemple, qui a permis d'accompagner pas mal de prestataires pour faire cette transformation. Demain, ça va être l'animation durable de territoire, ça va être le revenu management pour aider les hôteliers, mais ça peut être tout ce qui est aide à la qualification, labellisation, etc. Et là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Rapidement, on y reviendra tout à l'heure. Autour de ces 5 familles, il y a quand même des difficultés pour mettre en œuvre. Et donc, du coup, on va passer à 2 illustrations de 2 exemples à Dominique, Adinan et puis Alexis, qui ont mis en place chacun une dynamique. Et je vous en prie, allez-y, Dominique, on commence par toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va partir en Bretagne, donc région très ensoleillée. Vous voyez mes lunettes de soleil, même si le soleil aussi chez toi. Voilà. Dinan Cap-Fréhel Tourisme a mis en place depuis maintenant 2 ans une nouvelle approche de sa relation avec les prestataires, passant donc de l'adhésion simple, puisque nous sommes restés sous statut associatif, à un marketing de service. Une présentation très rapide de notre territoire de compétences. Dinan Agglomération a fusionné 5 communautés de communes en 2017. Ça a été une très grosse fusion, puisqu'aujourd'hui, ce territoire il est composé de 64 communes, la 8e agglo de Bretagne, donc derrière donc, les grandes villes de Bretagne que sont Rennes, Quimper, Vannes, Brest et autres. On parlera tout à l'heure effectivement de cette fusion et du fait qu'on a un territoire qui est très grand. On a sur notre territoire 2 locomotives en termes touristiques qui sont la ville de Dinan et le Cap-Fréhel, qui chacun arrive à avoir à peu près 700 000 visiteurs à l'année. Notre territoire a 1 million de nuitées marchandes pour un total de 3,5 millions de nuitées à l'année. Et la taxe de séjour perçue, elle était de 538 000 € en 2018. Au niveau de l'office de tourisme intercommunal, il est également issu de la fusion de 6 offices de tourisme, des offices de tourisme qui étaient très différents, des offices de tourisme qui pouvaient être composés d'un seul salarié ou comme celui de Dinan de 8 salariés. Au jour d'aujourd'hui, donc, on a conservé tous ces offices de tourisme puisque l'office est constitué de 7 bureaux d'information permanents, un back-office puisqu'on a créé ex nihilo un endroit où on gère tout l'accueil téléphonique, toutes les réponses par mail, tous les envois par courrier, et qui n'est donc plus intégré dans un office de tourisme, mais qui est centralisé dans une commune, dans des bureaux d'une ancienne communauté de communes, et ça a été un gain de temps important pour l'équipe. 2 bureaux saisonniers, et nous traitons donc 75 000 demandes d'infos. Le nombre de visiteurs dans nos offices, au total, c'est 280 000, dont 165 000 sur Dinan. L'équipe qui a fusionné, elle est toujours constituée de 24 permanents. Voilà. On nous a dit clairement en 2017 moyens constants, donc nombre de personnel constant, et pourtant nos services ont augmenté. L'équipe elle est répartie sur 5 pôles. Je ne vais pas vous détailler les différents pôles. Je vous invite juste, si vous le souhaitez, à aller sur notre site internet, sur l'espace pro. On a à la fois notre rapport d'activité qui présente la répartition des pôles et un certain nombre d'informations, notamment sur le guide du partenaire, les bons de commande 2020. C'est en ligne depuis quelques jours. Le pôle Relations Pro, qualification de l'offre, il est composé de 2,5 ETP, en l'occurrence 8 personnes qui configurent 10% de l'équipe.
Ça veut dire qu'effectivement, on a des personnes de notre pôle Relations Pro qui sont à peu près à 50% sur leur mission et d'autres qui sont uniquement à 20%. Et bien entendu, ils font de l'accueil, donc ils sont en contact des visiteurs quand même et des professionnels. Vous vous occupez quand même plus des touristes que des prestataires, en gros. Notre pôle accueil relations clients, effectivement, il représente 40% du temps de travail, puisqu'on a aujourd'hui donc une répartition du temps de travail évaluée par évaluatrice. Mais quand même, voilà, 10%, on en parlera tout à l'heure, c'est peu, mais c'est déjà pas mal. 8 personnes composent le pôle, et on en reparlera tout à l'heure avec des missions assez différentes. 650 partenaires aujourd'hui à l'Office de tourisme, répartis sur différentes catégories, hébergement, restauration, loisirs, commerce. La nouvelle approche des relations avec les prestataires, elle ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain. On a souhaité, dès 2018, on a attendu un petit peu que l'année 2017 se passe, on a souhaité en 2018 donc, mesurer la satisfaction des services et des supports de l'Office de tourisme et surtout connaître les attentes de nos partenaires au niveau des services qu'ils attendaient de l'Office de tourisme. Donc on a mené une grande enquête assez ouverte sur ce qu'on proposait nous, mais surtout ce qu'eux ils attendaient. Et ce qui est ressorti, c'est que les professionnels eux-mêmes, ils attendaient que l'Office favorise la rencontre et les échanges entre eux, propose des activités et des services en fonction de leurs activités, et ils attendaient un accompagnement dans la qualification, la communication et la commercialisation de leur offre. Bon, j'invente rien, mais c'était important qu'eux-mêmes nous disent en fonction de leur activité, ce qu'ils attendaient de l'Office. Et on a été assez étonnés de les entendre nous dire qu'eux, ils attendaient qu'on les accompagne sur la qualification et pas uniquement sur du classement meublé. On a donc effectivement mis en place des services adaptés en fonction du type de prestataire. Cette année, par exemple, on a 8 bons de commande en fonction des catégories, avec des bons de commande qui sont différents les uns des autres, puisqu'en fonction des catégories, on a des services différents. Des services qui peuvent rester gratuits, mais des services qui sont aussi payants. Donc cette stratégie d'animation de réseau, elle est aussi basée, et c'est ça qui est important quand tu disais tout à l'heure la mise en réseau, sur l'organisation de moments d'échange. On a donc chaque année une vingtaine de moments, soit des rencontres de filières. Alors dans certains territoires, on appelle ça des clusters. Nous, on n'a pas encore utilisé ce mot-là. On appelle ça des filières. Donc que ce soit les hôtels, les campings, les équipements de loisirs. On a des rencontres où les pros de la même filière se rencontrent. Des rencontres thématiques également. Ça peut être sur le numérique ou d'autres thèmes. Et on a surtout des rencontres conviviales. Les instants café, le matin, les apéros-office, le soir, qui permettent à l'Office de tourisme d'aborder certains sujets, mais c'est très libre. Et c'est là où, à un moment donné, on s'est rendu compte que la mise en réseau elle était intéressante parce que des professionnels entre eux se sont connus lors de ces moments d'échange et aujourd'hui travaillent ensemble. On a également, bien sûr, une boîte à outils extrêmement riche, disponible sur l'espace pro, qui leur donne plein d'informations de veille que nous faisons, ce que tu disais tout à l'heure, des informations juridiques, des informations sur la commercialisation. On met bien entendu en avant les données de fréquentation qui sont effectuées par l'Observatoire régional ou Côte d'Armor Destination. Voilà, donc beaucoup d'outils. Et chaque année, on leur dit, voilà, allez chercher dans cet espace pro les informations qui vous intéressent et n'hésitez pas à nous contacter. Les nouveautés, c'est effectivement la mise en place d'un catalogue de produits locaux à tarif préférentiel pour créer des gestes d'accueil ou des cadeaux. C'est effectivement une demande de certaines catégories. Je pense notamment aux gîtes et aux chambres d'hôtes, parce que pour les hôtels et les campings, ils ont déjà leurs fournisseurs. Et on s'est rendu compte qu'on avait des contacts très particuliers avec des grandes marques chez nous, en l'occurrence les eaux de Planquette, les gavottes de Dinan et d'autres produits locaux. Et le simple fait d'être partenaire avec nous, on a des tarifs préférentiels et on en fait bénéficier nos professionnels. Donc ils peuvent commander par notre intermédiaire sur un catalogue ces produits. On leur offre aussi des possibilités d'avoir des achats groupés. S'ils se réunissent, on offre ces achats groupés pour avoir des services de qualité. Et puis, autre chose qui est important, on travaille depuis 1 an et demi avec une agence sur une stratégie GRC. Et on a souhaité cette année faire un test avec deux prestataires, puisque nous, on a un certain nombre donc, de newsletters dans le cadre de cette GRC qui sont organisés. Et on a fait un test avec 2 professionnels, un hôtel et un camping. Donc ils avaient leur propre GRC, donc c'était leur GRC, c'était pas celle de l'Office de tourisme, on avait juste le logo d'Inan Capfrel Tourisme qui apparaissait.
Et donc on a créé ce qu'on appelle des workflows, des scénarios. Et donc ils avaient un certain nombre de déclenchements au niveau des clients qui s'intéressaient à leur territoire, à leur activité. Et donc ce qui est intéressant, c'est quand on a fait un bilan au mois d'octobre avec eux, ils ont été des vrais ambassadeurs de notre démarche. On avait donc 20 professionnels autour de la table et on a probablement une dizaine de pros qui vont signer avec nous pour avoir donc une GRC propre à leur activité et liée à Dinan Cap Frais Tourisme. Moi, ce que j'aime bien aujourd'hui dans notre activité, dans notre marketing de service, c'est cette notion voilà, de AAC. Ce n'est pas un AOC, mais un office de tourisme animateur, accompagnateur et connecteur. Pour celles et ceux qui étaient présents au congrès à Reims, c'est vrai que le mot de connecteur, on l'a vu lors d'un atelier. Et oui, c'est de la mise en réseau, mais on connecte les personnes de notre territoire, les professionnels. Et voilà, c'est une mission qui est quand même vraiment super importante et on va la continuer. Voilà. Merci Dominique pour ces initiatives. On reparlera tout à l'heure du bilan, notamment sur les nouvelles initiatives de produits locaux, etc. On passe de suite à l'autre illustration et puis après on va commencer la battle. Alexis à Serre-Ponçon. Alors on peut la commencer tout de suite. Il y a du soleil à Serre-Ponçon, monsieur Dominique, et il y a 300 jours de soleil par an, ce qui équivaut à peu près à ton nombre de jours de pluie par an. Donc voilà. Bon, on a parlé de battle quand même. Donc. C'est bien. Jusqu'à présent, c'était cool, quoi. Bon, effectivement, donc à Serre-Ponçon, déjà, on va vous présenter le territoire. Donc, vous le voyez sur cette jolie carte de France, c'est un territoire qui est dans le sud des Alpes, au nord de l'agglomération Aix-Marseille, donc dans les Bouches-du-Rhône. Donc, nous, on est dans le département des Hautes-Alpes. C'est une intercommunalité de 17 communes qui représente la troisième plus grosse intercommunalité des Hautes-Alpes avec 16 000 habitants. Donc c'est pour vous dire qu'on est sur un petit département. Je crois qu'on est la troisième population de France en termes de départemental. Donc c'est vraiment un petit coin. On est sur un mix mer-montagne puisque en fait la destination du lac de Serre-Ponçon c'est vraiment donc au cœur des Alpes, mais avec la particularité d'avoir un barrage artificiel à la base qui a été créé pour produire de l'énergie et qui aujourd'hui est un vrai terrain de jeu touristique puisqu'on y pratique à la fois toutes les activités nautiques qu'on peut imaginer sur un lac, avec la particularité également d'un vent thermique qui fait qu'on a de la voile sportive tous les après-midi sur notre joli petit lac. Une double saisonnalité, des stations de sport d'hiver, qu'on appelle de plus en plus des stations de sport de montagne désormais, puisqu'elles s'orientent aussi vers l'été. Et bien entendu, une saison estivale qui est, pour le coup, et c'est quasiment le cas dans toutes les Alpes, en termes de volume, la saison la plus forte. Pas forcément en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de volume client. Pour ce qui est de la taxe de séjour, en 2018, 434 000 € de taxe de séjour récoltée sur le territoire. C'est ce qui représente à peu près 50% de ce qu'on pense être capable de faire. Mais qui nous permet, grosso modo, ça représente 55% du budget de l'Office de tourisme par rapport au budget public, on va dire ça. L'Office de tourisme, il est issu d'une fusion de 6 offices de tourisme et d'un comité de promotion sur le territoire, à peu près comme Dominique, sauf que la structure la plus forte, elle avait 5 salariés, enfin la plus forte, la plus volumineuse, elle avait 5 salariés, mais on avait également beaucoup d'offices de tourisme avec des salariés isolés. 3 bureaux d'information permanents sur le territoire auxquels viennent se coupler 3 saisonniers. On a accueilli 70 000 visiteurs en 2018, et ce qui représente des volumes, puisqu'on est dans la comparaison de deux territoires quand même, qui sont bien moins importants qu'à Dinan, qu'à Fréhel. Et voilà, on a une équipe de 13 permanents qui est répartie en 2 pôles. On a vraiment un pôle qui est sur tout l'environnement comme marketing, commercialisation, et un autre qui est sur les touristes et les pros, donc partenariat, projet, conseil. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on met tout chez les pros à Serre-Ponçon? La logique, elle est pour nous assez claire. C'est ce qu'on part d'un constat. On part du constat où ils sont bien plus en contact avec les touristes que l'est l'office de tourisme. Si on fait un simple comptage, c'est une réalité. On ne doit pas voir 5% de ce que voient les pros. Collectivement, en s'intéressant à eux, en travaillant avec eux, on part du principe où ils représentent une force de frappe considérable. C'est-à-dire que si l'office de tourisme, sur un tas de sujets, se positionne seul, on part du principe où ça ne se suffit pas. Et le troisième point qui fait qu'on a voulu se concentrer sur les pros aussi, c'est qu'on se rend bien compte qu'au-delà de l'animation numérique de territoire, les évolutions, voire révolutions digitales, elles sont permanentes, elles sont à avaler, à encaisser, limite tous les 3 mois il y a des changements. Donc on pense que c'est aussi dans notre approche sur ces thématiques-là, dans une approche d'experts, qu'on va pouvoir les rendre meilleures et rendre la destination meilleure. Voilà. Pourquoi tu as mis une photo de Polynésie française pour illustrer? Eh bien, parce que c'est le lac de Serre-Ponçon et que j'en ai marre que ça ne soit pas connu, donc je mets des jolies photos un peu aguicheuses, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu exotique d'une certaine manière, mais l'eau par contre n'est pas à 28 degrés. 23 maximum l'été.
Ensuite, les packs pro, ils se motivent autour de 3 socles. Le premier, c'est l'outillage. C'est l'outillage, mettre à disposition vraiment une boîte à outils comme à Dinan, mais que nos pros aient tout un tas d'outils qu'on puisse fournir via l'office de tourisme ou même via notre AD, notre agence de développement. L'objectif étant de pouvoir les rendre performants, ne serait-ce que sur cette base-là, sans avoir d'investissement à faire. C'est également de la négo. Aujourd'hui, pour nos professionnels, on négocie des contrats collectifs et on compte accentuer vraiment cette philosophie de manière à leur permettre d'obtenir du prix coûtant. Et le troisième gros socle, celui-ci, il est en cours d'acquisition, c'est autour de la formation, c'est-à-dire que notre niveau d'expertise aujourd'hui n'est pas suffisant par rapport à celui qu'on considère requis pour être performants dans leurs activités. Donc on est en train de faire des appels à financement sur des fonds européens pour pouvoir leur faire un accompagnement quasi à la carte. Ça, c'est aussi un socle important. On espère qu'on va l'attraper, ce financement, parce que sinon, on sera un petit peu en difficulté par rapport à notre logique. Alors, voilà, nous, on ne veut pas être une maison des services au public, mais une maison des services aux sociopros, en partant du fait que, d'une part, contrairement à nos amis bretons, on part du principe où un office de tourisme ne doit pas piller son territoire, n'est-ce pas ? Ça va comme ça. Je rigole, mais on a arrêté par exemple notre centrale de réservation et hébergement pour passer en place de marché dans cette philosophie-là, en disant qu'il ne faut pas qu'on se concentre sur le chiffre d'affaires de l'office de tourisme, il faut qu'on se concentre sur le chiffre d'affaires de notre territoire, de nos pros. Pourquoi ? C'est vrai, on remboursait le prix de notre logiciel, on payait notre salarié, mais ça n'allait pas plus loin que ça, et au final on était vraiment concentré sur les offres pros qui allaient être faciles à vendre pour l'office de tourisme, plutôt d'être dans une logique d'avoir vraiment des pros performants. Et deuxièmement, le ROI, le retour sur investissement, on pense qu'avec cette philosophie-là, il se récupère via la taxe de séjour. Sur les 2 dernières années, on a une croissance de 25% de notre école de taxe de séjour. On est passé de un peu moins de 300 000 € à 430, pardon. Donc ça fait aussi partie de cette philosophie-là. D'une certaine manière peut-être un peu provocatrice, on se dit aussi qu'on est un genre de start-up, on doit réinventer le modèle de la start-up rurale. Alors c'est plus, non pas dans les process, mais dans la philosophie qu'on souhaite appliquer, à savoir, dans un premier temps, donner confiance au travers de la performance de la structure, et cette performance aussi de conseil. Dans un deuxième temps, fournir des outils de conseil et d'expertise. Donc on est toujours dans cette approche un peu novatrice de service, de marketing des services, mais qui se veut innovante, en tout cas sur les sujets d'approche. Générer une dépendance à l'office de tourisme dans la mesure du possible, et un peu comme les startups ou les géants du web actuel, pour arriver en dernier lieu, à une échelle de 3 à 4 ans, à faire payer nos services. Pour l'instant, on est un service public, c'est gratuit. Par contre, un jour, le coût prêtera. Ah oui, d'accord, vous allez faire la stratégie du dealer, quoi. Voilà. D'accord. La première dose est gratuite. Voilà. La première dose d'office de tourisme est gratuite. Bon, concrètement, parce que là, on exagère un petit peu, mais c'est aussi ce côté clivant, il nous permet de voir aussi où est-ce qu'on peut aller explorer des pistes. Concrètement, une adhésion à l'office de tourisme, c'est une mise à disposition d'un pack web et print de l'office de tourisme. Donc ils peuvent être représentés. Là, c'est le côté visibilité dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, qui n'est peut-être pas le bon sujet. C'est-à-dire qu'on le met quand même toujours en premier, quoi, en fait. Exactement. Mais c'est parce qu'il nous rapporte un peu d'argent, malgré tout. Ah, voilà. Ça c'est la petite adhésion. Les places de marché sont gratuites et sans commission. C'est-à-dire qu'on a une place de marché hébergement, donc qui est une ancienne centrale de réservation, et on a sorti également il y a 1 an une place de marché autour des loisirs. Pour ceux qui ont assisté à la conférence d'hier matin, c'est un petit peu sur les conseils et le modèle d'Estérel Côte d'Azur qui nous ont pas mal accompagnés dans ce projet-là et qui nous a permis après d'avoir certaines spécificités sur notre territoire. Une photothèque et une vidéothèque renouvelées tous les ans, mise à disposition des pros gratuitement. Le programme personnalité de montée en performance digitale, donc ça c'est en cours 2, on n'a pas le financement comme je vous disais tout à l'heure. Les outils print de l'office de tourisme qui sont utiles aux touristes en séjour, ils sont illimités chez les professionnels. Ça aussi, ça a été une évolution parce qu'en 2017, au moment de la fusion, il s'était limité. C'est-à-dire qu'une adhésion à l'office de tourisme, elle aurait 50 guides, 40 cartes, enfin je n'ai pas les chiffres exacts, mais voilà. Donc là maintenant on est passé en illimité. Et des tarifs préférentiels sur des prestations négociées, donc du homestaging et de la prestation photo. Là, c'est sur les 2 points sur lesquels on a avancé pour 2020. Donc on met à la disposition des pros ces contrats négociés. On a aussi 2 offices de tourisme mobile. Un qui a vu le jour il y a 2 ans, qui est à droite sur la photo et qui est l'office de tourisme itinérant classique. Et le deuxième qui arrive pour l'été 2020, qui va être sur l'eau.
L'objectif, il est de pousser notre programme Explore Serre-Ponçon, qui est un programme donc, de commercialisation de loisirs, et en faisant du marketing, on va dire presque du street marketing avec ces deux outils-là. Et enfin, on se dit pourquoi pas pousser la centrale d'achat pilotée par l'Office de tourisme, comme c'est le cas à Dinan, pouvoir proposer tout un tas de négociations, de contrats, de produits locaux, de prestations externes pour nos professionnels au travers de cette centrale d'achat. On envisage également de faire des sites internet de destination déclinés. On n'est pas très novateur là-dessus, il y a pas mal d'offices de tourisme équipés, mais on pense que ça fait partie de ce qu'on doit faire. Et par contre, on est en train de réfléchir, en dernier point, au pilotage d'un média interne au territoire pour pouvoir produire du contenu photo, vidéo, principalement pour nos pros, pour le territoire, mais également au service de l'outil du service public qui est notre collectivité. Alors ça, c'est l'argument pour avoir le financement. C'est-à-dire que tel qu'on le propose à nos élus aujourd'hui, voilà, on a besoin d'un budget pour développer ce média interne, et à 50% de la programmation, il s'intéressera à vous, à votre action publique, et à 50% on pourra s'occuper du territoire et de nos pros. Voilà, un petit peu ce qu'on imagine. Merci Alexis. Donc 2 exemples où on voit quand même que dans les 2 territoires, et je pense que malgré tout, même si je vous ai dit, allez, vous allez défendre le service aux touristes, je pense que quand même cette mutation générale de dire il faut vraiment qu'on réfléchisse au marketing de service, qu'on aille plus vers les professionnels. Je pense qu'un peu partout, on est en train de faire cette mutation. On voit qu'on a commencé à le faire. Au début, qu'est-ce qui pousse le fait de se dire, ben voilà, là, il faut qu'on change, il faut qu'on se mette réellement à s'occuper des prestats? Est-ce que c'est les mêmes raisons pour toi, Dominique? Clairement, il y avait un gap énorme dans la fusion entre les offices de tourisme. Clairement, il y en a d'autres qui ont été confrontés à ça. Quand vous avez des petites associations qui demandent 40 € d'adhésion à l'année et des offices de tourisme qui demandaient 120 ou 150 la cotisation de base, vous avez déjà un gap du simple au triple. Donc, lors de la fusion, on nous a dit il faut essayer de pas perdre des professionnels, ceux dans les territoires entre guillemets ruraux qui payaient 40 €. Donc, il a fallu qu'on digère entre guillemets cette fusion, d'où l'année 2017 qui était plutôt une année on y va mollo. Et 2018, voilà, les pros, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez? On réfléchissait et en fait, on construit et on co-construit avec eux notre marketing de service. On n'invente rien. On a, pour information, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'enquête a été menée à la suite d'un groupe de travail de professionnels d'une trentaine qui ont cogité pendant une journée avec l'Office de tourisme sur à la fois l'enquête, qu'est-ce qu'on allait demander à l'ensemble des professionnels, et eux déjà étaient en train de nous dire, voilà, moi j'attends ça de l'Office. Donc on sentait déjà qu'on n'était plus uniquement sur de la visibilité sur des supports print et web, comme tu dis, comme toi, nous aussi, leur adhésion de base, c'est ça. C'est évidemment, on leur offre des choses gratuites, de la mise à disposition gratuite de photos, des choses comme ça. Mais eux-mêmes disaient, il faut passer à autre chose. Voilà, on a besoin que l'Office de tourisme nous apporte autre chose comme service, d'où depuis l'année dernière cette idée donc de catalogue de produits à tarif préférentiel. Voilà, on sent bien que c'est quelque chose qui a changé. Eux-mêmes, c'est pas uniquement la vision de l'Office de tourisme, c'est la vision de nos pros qui nous disent on a besoin d'un autre service. Et les temps de convivialité, j'insistais là-dessus tout à l'heure, c'est quelque chose qui est super important. Les pros se sont connectés entre eux, se sont mis en réseau. Donc il n'y avait pas de raison financière. Alors, encore une fois, tu as parlé tout à l'heure de machine à cash, il ne faut pas se leurrer. Je vais être très clair, nous on a un budget aujourd'hui, logiquement vous comprenez, 24 salariés, on est sur un budget d'1,7 million, mais on a 135 000 € de recettes de partenariat, ce n'est pas 10%. Donc l'objectif d'ici 2 ans, c'est d'arriver au moins à 10-12%, de passer à 170 200 000 €. J'ai des collègues bretons dans la salle que je connais, ils ont 250-300 000 € de recettes de partenariat. Parce que, encore une fois, on est confronté à une vraie problématique. Nos collectivités ne baissent peut-être pas les subventions, mais nous disent on maintient. Donc c'est à vous d'aller trouver des recettes supplémentaires. Donc on est aussi confronté à cette problématique de faire de la mission de service public. On continue à accueillir les visiteurs, mais pour nos pros, on doit leur proposer des services, mais ce n'est pas gratuit non plus. D'accord. Alors, les raisons pour toi, Alexis, et puis rebondir aussi sur l'aspect financier. Alors, les raisons sur la destination, elles ont été doubles. Je dirais, avec une partie des pros que sont les hébergeurs, on avait une performance digitale qui était telle de leur part, donc plutôt médiocre, on va dire, qui faisait que sur les temps forts de la saison, on pouvait avoir le sentiment que si on cherchait un hébergement uniquement sur Internet, ce qui est quand même la majorité aujourd'hui des cas, on avait une destination qui était digitalement complète alors qu'elle était effectivement pas du tout.
Donc on s'est dit, faut qu'on franchisse un cap avec nos pros hébergeurs de ce côté-là, parce qu'il faut qu'ils soient visibles. C'est pas possible, on perd du chiffre d'affaires sur le territoire par leur forme d'invisibilité. Et côté des prestats de loisirs, on était sur une approche qui était bien différente, dans la mesure où on s'est rendu compte que la plupart n'avaient absolument pas de présence sur le web, d'une part, et de deux, ne prenaient même pas la carte bleue, en réalité, dans les faits. Donc on s'est dit, là c'est plus une fonction pédagogique, il faut que l'Office de tourisme leur fournisse un outil et les accompagne, parce que la révolution elle est en train de se passer sous leurs yeux, et on va avoir une évasion commerciale. Donc l'aspect financier, il était là, c'est-à-dire qu'on voyait une évasion commerciale, une forme ça s'érodait un petit peu, où ça pouvait c'est ce qui pouvait se passer. Donc il a fallu qu'on réagisse de cette manière-là. C'est la réponse qu'on a souhaité apporter. Alors tes recettes partenariats, elles sont Alors mes recettes partenariats, elles sont très élevées. Parce qu'il y avait 2 offices de tourisme qui étaient assez bons au moment de la fusion là-dedans. C'est-à-dire que nous, elles représentent aujourd'hui presque 25% du budget. Donc c'est assez élevé. Mais c'est principalement de la régie publicitaire dans les éditions. D'accord. Et si on enlève ça? D'accord. J'ose pas le dire. Ouais, d'accord. Et si on enlève le prix des éditions, enfin voilà, c'est parce qu'il y a ce risque quand même aussi, je trouve, et qu'on a vu dans certains territoires, c'est on développe des recettes en régie publicitaire, mais du coup on développe des supports parce que c'est un peu le jeu de la régie publicitaire. On peut se poser la question aussi. Tu disais, Alexis, sur mon territoire, c'est quand même les prestataires au départ qui voient des visiteurs. Donc en fait, un hébergeur, il est prescripteur pour le reste des acteurs du territoire. Exactement. Il faut qu'il soit prescripteur, mais de la même manière que dans les offices de tourisme, on a fait beaucoup de conseils en séjour, il faut que l'hébergeur, quand il fait son conseil en séjour, il puisse le formaliser par un acte d'achat. D'accord, mais alors tu dis à un hébergeur, je suis hébergeur, je dis je récolte la taxe de séjour. L'office de tourisme me dit qu'il ne va pas m'envoyer de monde parce qu'il n'est pas équipé pour ça. Et par contre, que ce serait bien que je me forme pour ensuite pouvoir irriguer le territoire et notamment être prescripteur pour les activités de loisirs, lieux de visite, etc. Et malgré tout, je paie 150 balles comme l'activité de loisir. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas imaginer la relation financière avec les prestataires selon le rôle du prestat sur le territoire plutôt que selon sa catégorie? Parce qu'en fait, entre un prestataire de loisirs qui dépend vraiment de son écosystème pour remplir et un hébergeur qui est déjà rempli, est-ce que finalement on n'a pas un rôle très différent et donc peut-être une relation financière différente? Oui, tu as tout à fait raison de ce côté-là. Il faut qu'on sache passer ce cap-là, mais ça passe par ce cadre d'expertise qu'il faut vraiment maîtriser, à mon sens, à l'office de tourisme pour derrière pouvoir décliner des offres adaptées. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on peut sortir du schéma traditionnel où un hébergement est dans une catégorie, le prestataire d'activité dans une autre, et puis au final, ça fait l'assiette de cotisation qu'on recherche. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à segmenter, faire limite du yield, une forme de yield en fonction des services qu'on propose, quoi. Et Domi, sur cette idée de comment on pourrait calculer de façon différente demain? Là, je provoque un peu. Mais oui, Alexis a répondu en premier. Non, mais je suis un peu d'accord. C'est vrai qu'au niveau de nos grilles de service, tu as raison de dire que ce qu'apporte un hébergeur, nous, sur le territoire, on a quand même 1000 hébergeurs avec des grosses pointures, avec des campings. Hein. Ce sont eux qui représentent plus de 50% des nuitées. Et donc le partenariat avec eux, il est très important. Par exemple, avec les campings et un certain nombre d'autres prestataires, on a un travail aussi comme des ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on leur fournit, on peut leur fournir des présentoirs de l'office de tourisme marqués Dinan Cap Fréhel Tourisme. Voilà, ils sont dans un réseau, c'est notre SADI. Hein. Beaucoup d'entre nous ont mis en place ce SADI. Mais pour en revenir à ta question, je pense que oui, par rapport au catalogue de services, on doit peut-être se poser la question sur l'apport des hébergeurs par rapport à d'autres catégories et revoir nos tarifs de services. Je pense que des fois, quand on a souvent, moi dans les offices, on dit souvent, ouais, quand on voit les hébergeurs, ils disent on paie la taxe de séjour, vous nous envoyez personne. Il y a peut-être aussi cette question à se poser. Est-ce que vous pensez que l'office de tourisme, pour tous les deux, c'est aujourd'hui un interlocuteur crédible pour l'ensemble des services que vous proposez? Et qu'est-ce qu'il y a à faire pour améliorer ça? Domi, tu veux commencer? On n'est, à mon avis, pas totalement crédible sur certains aspects. Quand tu as montré les 5 familles tout à l'heure, je pense qu'on doit être meilleur sur la partie formation. Il faut quand même savoir qu'encore une fois, quand on a fusionné, on a fusionné avec des offices de tourisme dont certaines collaboratrices ne faisaient quasiment jamais de formation. Donc dans le pôle pro,
on a des personnes qui ont des aptitudes complètement différentes. On a fait en sorte pendant 3 ans de leur permettre de faire des formations à ces personnes du pôle pro pour améliorer donc les relations avec les prestataires, comment améliorer les relations, comment animer, etc. Donc on a des personnes qui ont des rôles entre guillemets ingrats, mais qui ont des rôles très importants sur l'accompagnement, la qualification. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais dans nos équipes, on a ces personnes-là parce qu'elles ont ce premier travail, ce premier contact avec des personnes qui veulent se faire classer ou labelliser. On a d'autres personnes qui sont au devant de la scène, entre guillemets, qui animent les moments d'échange, les ateliers. Et pourtant, c'est une équipe. Donc on a des gens, c'est comme une équipe de foot. On voit plutôt ceux qui marquent le but, mais on ne voit jamais les défenseurs et ceux qui sont au milieu. Et voilà, c'est un équilibre dans l'équipe de ce pôle. Et chacun a une place très importante. Donc pour répondre à ta question, on a besoin encore d'être mieux sur certaines choses. On n'est pas expert sur certains sujets. Tout à l'heure, tu en parlais. L'idée que l'Office est un connecteur, il doit à un moment donné pouvoir connecter les prestataires à d'autres partenaires de la Bretagne sur la partie juridique. Voilà, tu en parlais, on n'est pas loin. Si on n'a pas à se former là-dessus, ce n'est pas notre job. Par contre, nous, si on a un porteur de projet qui nous vient de Dinan Agglomération, qui veut avoir des informations sur telle chose, ce n'est pas suffisant qu'on lui donne des chiffres de la destination. S'il a besoin d'aller plus loin, on doit le mettre en relation avec la CCI des Côtes d'Armor, avec d'autres acteurs. C'est ça le rôle de connecteur, donc on doit évoluer là-dessus. Alexis ? Alors par rapport à la crédibilité de l'Office, ce qui me semble intéressant, c'est de regarder comment lui-même est crédible en interne, en quelque sorte. Comment avec les salariés, on essaie de dresser un cadre d'expertise, qu'on ait des process qui soient actuels. C'est la question qu'il a fallu se poser en premier avant de se poser dans quel rapport on a aux professionnels. Et donc petit à petit, on gagne en crédibilité, mais il faut être clair, on ne l'est pas encore totalement. On n'a pas 100% de satisfaction de nos pros aujourd'hui sur le territoire. On a vraiment une reconquête à faire, parce qu'il y a des hébergeurs qui ont été perdus il y a 10 ans, parce qu'ils ont compris qu'ils se débrouillaient très bien sans nous, comme tu le disais. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait cette forme de reconquête, on va dire, plurielle. Et ça va de la direction, clairement, à tous les salariés. Chacun doit avoir son cadre d'expertise en interne. Alors justement, parlons des équipes. Vous les avez engagées tous les deux maintenant on se met à accompagner les prestats. Donc c'est encore un changement de métier. Il y a eu le numérique, il va y avoir le durable. Là maintenant on s'engage sur les prestats. Qu'est-ce que c'est les principaux freins et les nouveaux métiers et puis les satisfactions, quelque part? Alexis ? Les nouveaux métiers, ils sont clairement aujourd'hui dans le conseil. Pour moi, c'est un environnement global qu'on peut qualifier d'environnement conseil, de cet accompagnement professionnel. Donc, pour les équipes, les sources de motivation, elles ont été difficiles à trouver dans un premier temps, puisqu'il a fallu quand même les convaincre. Les convaincre, en fait, tout simplement, avec une forme de pragmatisme. Grosso modo, dans quel monde on vit, comment sont nos clients, mais pas que dans le parcours client touristique. Il a fallu aussi regarder finalement comment se comportent les clients de la destination, qui, pour nous, sont beaucoup des urbains alors qu'on est dans un milieu très rural. Et donc, ça saute pas forcément aux yeux le comportement du client. Il a fallu un petit peu se documenter, témoigner. Il a fallu convaincre, voilà, être pragmatique et convaincre l'équipe, leur démontrer que c'était un monde qui évoluait, que leur métier évoluait avec. Et à partir de là, on a réfléchi ensemble sur, voilà, ok, on fait ce constat de base, on sent bien que ça va nous échapper si on ne réagit pas. Comment travailler, comment poser des nouvelles procédures, des nouveaux process à l'office de tourisme. Et on a fait des séminaires. Après, la méthode de management, à la limite, c'est pas ça qui importe, mais il a fallu qu'on y travaille ensemble. C'est pas venu totalement, on va dire, de l'externe. On a travaillé vraiment collectivement par rapport à un constat qui avait été fait. Domi, les faire sortir, peut-être j'imagine que dans les ex-offices de tourisme associatifs, on restait plutôt derrière la banque d'accueil. Maintenant, parce que ça fait 8 personnes différentes, même si c'est 2 et demi temps plein. Donc ça veut dire 8 personnes qui sortent sur le terrain facilement à la rencontre des prestats. Au bout de 2 ans, oui. Je pense qu'on a réussi à faire comprendre à ces personnes qui étaient dans des offices de tourisme très différents l'importance de ce lien avec le professionnel. Il n'y a pas un objectif financier, c'est-à-dire que le directeur, il n'est pas en train de leur dire vous avez un objectif financier de temps. Ah oui, quand même, parce qu'on aurait cru, tu vois, un peu au début, que tu sois comme ça. Je ne suis pas comme ça. Il y a un objectif, c'est clair et net. Il y a des indicateurs, mais les indicateurs ne sont pas uniquement des indicateurs financiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit aussi voir dans l'animation du réseau des professionnels, sur les moments d'échange, voilà, la satisfaction, c'est de voir de plus en plus de personnes professionnelles qui viennent à ces moments. Ce n'est pas que de l'aspect financier. Au niveau de l'équipe, oui, ça a mis du temps.
des personnes qui n'étaient pas habituées, comme tu le dis, à sortir de leur office de tourisme, puisqu'ils avaient uniquement un contact par courrier pour récupérer l'adhésion. Mais au bout de 2 ans, le virage, il est déjà pris. Et donc ce catalogue de services qui est proposé, encore une fois à la carte pour les professionnels, c'est l'équipe elle-même qui l'a envisagé après avoir eu ces échanges avec les pros. Donc c'est ça qui est intéressant. On évolue petit à petit, on évolue en même temps que ce qu'on propose comme service. Et je ne sens pas de frein. D'une part, en plus, elles ont, pour beaucoup d'entre elles, suivi des formations avec OTB. Et donc, je pense que les formatrices et formateurs qui ont fait ces formations ont réussi à dédramatiser certaines situations, à leur donner des clés pour pouvoir effectivement aller chercher des partenaires au niveau de la pub, au niveau d'autres services. Donc, je suis assez confiant sur les années prochaines. D'accord. Donc, on peut se dire qu'on a, dans les 2 cas, une vraie évolution. On a par contre un modèle économique un peu différent. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, parce que d'un côté, on a Alexis qui vend, tu me dis si je me trompe, qui vend à ses élus, à son territoire et à son équipe. On a une mission de service public, il faut faire monter en compétence les prestataires. Donc des services qui sont finalement pas chers, puisque c'est voire gratuit, avec l'objectif de dire, une fois qu'il y aura une dépendance au service de l'office de tourisme, on pourra proposer des services plus payants. Et là-dessus, il y aura un modèle économique. Et puis, l'objectif de Dinan, qui est quand même immédiatement une situation financière un peu avec des réalités, où il faut que, pour équilibrer, on augmente, même si c'est que de 30 ou 40 000 euros sur un budget de 1,7 million, mais il faut quand même qu'on ait un revenu plus important de la part des prestataires. Est-ce que les deux sont incompatibles finalement, différents? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, la finalité clairement du modèle à Serre-Ponçon, c'est de se rapprocher de celui de Dinan. Faut être clair. Mais pour le moment, ils aiment que le pognon. Exactement. Oui, puis il nous en faut aussi pour nous, quoi. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'était pas en mesure, vis-à-vis de la maturité touristique du territoire, je ne sais pas si ce terme est adapté, mais il me semble parlant, on va chercher de l'argent en externe. Et on va le chercher, pas forcément nous-mêmes. Hein. On recrute des cabinets dont c'est le métier d'aller monter des programmes européens, en tout cas d'aller faire du captage de financement. Aujourd'hui, sur un investissement de 15 000, on peut avoir un retour de 300 ou 400 000. C'est clairement comme ça que ça marche avec l'Europe, mais ça, c'est le côté frontalier qui nous apporte ça aussi. Il y a pas mal de subventions sur le massif des Alpes en frontalier, avec l'Italie pour ce qui nous concerne. Donc voilà, on a trouvé ce modèle-là. On sait qu'on a une vision presque à 10 ans devant nous. Tous les ans, il sort des programmes où on peut aller piocher et qui nous permettent en fait de faire de l'optimisation du budget réel de l'office. Je prends un exemple. Par exemple, on a des investissements comme le bateau et l'accueil hors les murs que vous avez vu. Et ben ça, on l'a financé à 85% dans les cadres d'un programme européen. Donc 85%, c'est un taux de financement qui est assez important. Donc 15% d'autofinancement en face. Et du coup, derrière, cet argent qu'on n'investisse pas sur notre budget classique, on peut le mettre sur les pros derrière, quoi. Pour le moment, ça marche bien comme ça. Domi ? Notre modèle n'est pas non plus trop éloigné de celui de Serre-Ponçon, c'est-à-dire qu'on n'est pas que de la machine à cash. Quand je vois les slides qu'a présenté Alexis, on offre des services, du conseil, pas uniquement payant, faut être très clair, ça serait très malvenu de le faire. Encore une fois, ça a été co-construit avec les professionnels eux-mêmes. Par contre, oui, la réalité, c'est un objectif d'optimisation de notre budget, et ça passe par un certain nombre de services payants peut-être, mais ce n'est pas des sommes astronomiques. Je vais juste vous donner une anecdote. Lorsque il y a 15 jours, on a présenté la GRC à nos partenaires, encore une fois, cette année, c'était une période de test avec un hôtel et un camping. On leur a expliqué un petit peu comment ça allait se passer, les déclenchements, les scénarios, tout ça, ils ont été super, et on leur a dit le tarif. Ils nous ont dit c'est un tarif par mois ou par an? Voilà, 75 € le service de GRC à l'année. Voilà. Et donc, je préfère avoir 10 ou 15 partenaires qui participent à hauteur de 75 € plutôt que 3 qui participent à hauteur de 150. Donc, on est dans une démarche, je me dis, voilà, les tarifs doivent être adaptés aux activités. Et je crois que, encore une fois, je vous invite à regarder le guide du partenaire et donc votre commande. Ils peuvent commander pour eux même? Non. C'est pas, excusez-moi l'expression, c'est pas déconnant, quoi. On n'est pas comme sur certaines stations où à l'époque on regardait les tarifs de partenariat, des tarifs 400, 500 €. Pas du tout.
Il faut rester très, très humble quand même par rapport à ça et montrer nos services et la qualité de notre équipe là-dessus. Ce que je retiens de vos témoignages, c'est le fait qu'il y a deux périodes, quoi. Il y a la période où on gagne en crédibilité, où on regagne aussi le cœur des prestataires, où ils savent qu'ils ont un interlocuteur crédible. Et peut-être qu'après, dans un deuxième temps, naturellement, ben, le prestataire, il va se retourner vers l'office de tourisme pour un nouveau service, voire pour dire, ben, tiens, est-ce que tu ferais pas ça, je le finance. C'est par exemple le cas de l'action commerciale, de dire, moi, je suis prêt à financer, mais si tu m'organises ça, quoi, en fait. Et on vit ça dans les relais territoriaux avec les offices de tourisme. On compare, nous, souvent, la Mona avec un office de tourisme parce qu'on a du lien avec le réseau. Une fois qu'il y a de la crédibilité, on a des demandes réelles d'accompagnement supplémentaire, de services supplémentaires. Mais je trouve que c'est intéressant sur ces deux systèmes-là. Puis il y a autre chose aussi, c'est peut-être la culture qu'on avait jusqu'à présent d'être que dans ouais, il faut augmenter le chiffre d'affaires d'adhésion, mais on le fait rarement en pourcentage du budget et en impact sur le budget. Bon, par exemple, la semaine dernière, l'Office où on était, c'était peut-être 3 ou 4% du budget uniquement. Donc, c'est pas rien, 3-4%, mais ce n'est pas dramatique si on arrête de faire payer quelque chose. Quand on est à 25%, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et puis, dans les partenariats, qu'est-ce qui reste? L'Office de tourisme Pays Basque, donc ici, dirigé par Nicolas Martin, qui vient de se créer il y a 2 ans, a fait un gros travail avec ses partenaires. Et là, Nicolas m'a dit hier qu'ils ont décidé de quasiment... Aujourd'hui, c'est 400 000 € de partenariat pour énormément de documentation. Ils vont diviser les éditions par 10. Ils vont diviser également les demandes de partenariat par 10, parce qu'au final, il leur restait 40 000 € de marge à la fin de l'année, sur 400 000 € de partenariat, notamment en régie publicitaire. Et leur stratégie va être d'imprimer un livre, un guide, qui sera le guide officiel du Pays Basque et qui sera vendu aux visiteurs à un prix abordable. Mais c'est un changement de paradigme total. Et la relation au prestataire, qui se trouvait très sollicité, va changer beaucoup aussi, quoi. En fait, c'est un pari, hein, mais c'est vraiment une approche économique nouvelle envers les prestataires. Le temps est peut-être aux questions. Est-ce que il y en a sans doute dans la salle qui pensent que c'est bullshit de s'occuper des prestataires et qu'il faut revenir aux fondamentaux? Vous entendez tous? Non, pas forcément. On va te donner un micro, ce sera plus facile. Et si tu peux te présenter. Alors, je suis Lise de Beaune. Beaune et Pays Beaunois, pardon. Oui, j'ai une question sur les profils de prestataires. Il y a des profils très différents, notamment chez les hébergeurs, entre des propriétaires de Airbnb où ils ont un établissement et puis des établissements hôteliers qui sont déjà très installés et très professionnalisés. Est-ce que du coup, vous différenciez les offres de services par rapport à ces différentes cibles? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer la même chose à un propriétaire d'une chambre d'hôte avec un camping ou un hôtel de 50 chambres. Voilà, donc notre marketing de service et sur les bons de commande qu'on a fait cette année, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va proposer des présentoirs au camping, on va présenter des achats groupés, on va présenter d'autres choses, alors que la chambre d'hôte, encore une fois, c'est quand même la catégorie aujourd'hui, les gîtes et les chambres d'hôte, qui est le moins partenaire de l'office. On vit tous ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quasiment 100% des hôtels, 100% des campings, 100% des résidences sont partenaires de l'office. Donc on ne peut rien faire de plus. Ils sont déjà partenaires. Ils sont, je pense, satisfaits des services de l'office. On a un travail à faire sur les chambres d'hôtes et les gîtes qui sont sur des plateformes et qui nous disent on n'a plus besoin de l'office sur de la visibilité. Mais c'est à nous de leur expliquer que l'Office de tourisme fait la promotion du territoire, fait venir les gens sur les territoires, mais par contre, on peut leur proposer des choses par rapport à de la formation. Sur les packs photos, par exemple, on a des tarifs préférentiels avec des packs photos classiques, des packs avec des drones. On a même négocié un tarif préférentiel pour l'aménagement avec un architecte d'intérieur qui peut intervenir parfois dans des chambres d'hôtes et des gîtes. Ce sont des services qu'un hôtel et un camping n'ont pas besoin. Par contre, un propriétaire de gîte et de chambre d'hôte qui veut revoir complètement sa déco, on lui met à disposition quelqu'un. Donc oui, c'est effectivement complètement différent comme service. Alexis, même chose? Oui, on est en train de franchir le cap, effectivement, c'est assez récent, c'est depuis 2019 qu'on différencie. En revanche, notre approche vis-à-vis des meublés adhérents de notre territoire, elle est de les emmener vers l'extérieur.
clairement. Parce que la performance, ils ne sont pas contents de notre performance, clairement. Hein. On n'est pas assez pourvoyeurs de clients. Du coup, on les encourage à aller sur Airbnb. On a même notre agent de réservation de la centrale ex-centrale de réservation qui les aide à paramétrer leur offre. Voilà, le service, voilà, c'est vraiment un service qu'on apporte, moins qu'une prestation. Et tous les deux, on parle de Airbnb, les prestataires touristiques qui sont des propriétaires d'Airbnb qui ne sont jamais passés par l'office de tourisme et que vous ne connaissez pas, mais qui par contre accueillent des touristes chez eux et sont donc prescripteurs, vous vous en occupez pour le moment ou pas encore? On essaye de les faire revenir, entre guillemets. Non, mais ceux qui étaient même jamais venus à l'office de tourisme, c'est-à-dire la nouvelle offre, quoi, en fait, les particuliers. On n'est pas insensible à cette nouvelle offre. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, pas facile. Non, c'est pas facile d'une part. Et puis, c'est encore une fois, quand vous êtes sur un territoire où il y a plus de 1000 hébergements, donc ça veut dire 700 gîtes et chambres d'hôtes, dont une partie n'est pas classée ou labellisée, et d'autres qui sont sur de la location saisonnière, etc. On a des retours des professionnels qui nous disent attention, il faut aller vérifier, il n'y a pas suffisamment de travail fait par le service tourisme de l'agglo, ils ne reversent pas suffisamment de taxes de séjour. C'est un sujet qui n'est pas facile. Voilà. Donc on essaye quand même d'indiquer à ces propriétaires, voilà, il faut qu'ils soient partenaires de l'office, on leur explique les avantages, mais c'est pas facile. Mais c'est un vrai travail de terrain, encore une fois, de nos équipes là-dessus. Alexis, la même chose, les Airbnb qu'on ne connaît pas, il faut aller les chercher. Aujourd'hui, on est en échec clairement vis-à-vis de ce public-là, c'est-à-dire qu'on, par rapport à tout ce qu'on a essayé de développer, le fait de les pister, de les retrouver, de les inviter à nous rejoindre, on n'a pas encore trouvé la méthode pour les contacter, tout simplement. D'accord. Voilà. Ouais. Mais peut-être que l'office de tourisme a plus besoin d'eux aujourd'hui, dans un premier temps, que le contraire. C'est un peu provoque ce que tu dis, mais je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ils sont pourvoyeurs de ressources pour l'ensemble du schéma commercial de la destination, très clairement. Et est-ce que du coup, il ne faut pas les inviter à boire un coup, surtout, et à les remercier de connaître le territoire, tout simplement, sans leur parler de partenariat? Je ne sais pas si tu es d'accord, Domi, mais il faut le faire palier par palier, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va falloir aller les chercher en porte-à-porte, en leur envoyant des mails ou en passant un coup de fil. Mais grosso modo, à part les contacter via les plateformes, on ne sait pas qui y a derrière pour nombre d'entre eux. Enfin, en tout cas, moi, je sais Alors, pas. il y a aujourd'hui des services qui permettent de les retrouver, etc. Mais est-ce qu'il y a des témoignages justement là-dessus ou sur autre chose, d'ailleurs, en fait? Alors, une question. Et si vous avez des témoignages sur... Bonjour, Claire de Loire-Atlantique. Je me posais une question. Quand vous avez établi en fait votre offre de prestations pour les prestataires, vous avez travaillé aussi également avec votre région, votre département, où la pression financière du baisse de subventions est devenue tellement importante que moins? En fait, on a un partenariat avec le CRT Bretagne et notre CDT sur 3 catégories, les hôtels, les campings et les résidences. En fait, c'est l'office de tourisme qui en fait envoie au titre des 3 institutions le courrier pour l'adhésion aux 3. Voilà, c'est quelque chose qui a été institué depuis 3-4 ans. Et nous, franchement, ça ne nous pose aucun souci d'être le relais du département et de la région pour que les hôtels, les campings et les résidences soient aussi présents et partenaires du CRT Bretagne et du CDT Côte d'Armor. D'autres questions? Il y en a qui sont d'accord pour donner de l'argent aux propriétaires Airbnb pour qu'ils viennent aux réunions? Arrêtez. Du coup, c'est pas une question, c'est juste un témoignage par rapport à comment contacter les propriétaires. Moi, je viens d'Éménuire, station de ski. On a utilisé la base cadastrale, en fait. On s'est servi de la mairie. C'est un travail de fourmi, c'est du compte-gouttes, parce que la base cadastrale, c'est pas du contact email. Mais entre la base cadastrale recoupée avec tout ce qu'on a à droite à gauche sur les sites PAP, etc., on avance doucement, très doucement. Mais voilà, on a utilisé ce moyen-là de la base cadastrale. Alors nous, on a une maison des propriétaires. On a 5 personnes qui sont que pour ça, donc c'est énorme. On est vraiment staffé pour ça historiquement dans notre vallée. Et donc, c'est accompagnement. Il y a de tout, quoi, accompagnement à la rénovation de l'appartement avec du financement des remontées mécaniques. On a des soirées spécifiques où on les invite à Bruxelles, à Londres, etc. etc. On les accueille tout simplement, on leur paye un café tous les jours de l'hiver, tous les jours de l'été. Ils ont un créneau pour eux, 16h, 20h, où on les accueille, on discute. Ils ont une semaine des propriétaires qui leur est dédiée. Et en vous découvrant, je me disais, mais zut, quoi, moi, j'ai pas de semaine des sociopros, j'ai une semaine des propriétaires. Donc finalement, c'est voilà, peut-être le faire aussi pour les sociopros. Voilà. Donc tout bête, on leur fait des slaloms, des trucs comme ça, ils font de la luge avec nous, ils sont super contents.
Donc, juste ça, en fait, ils viennent pour boire un coup et faire de la luge, et ensuite, on les a avec nous, quoi. Il y a une adhésion qui doit être de... C'est 110 €, et dedans, il y a chacun un site internet, interfacé avec les plateformes PAP. Enfin, voilà, c'est pas grand-chose. Nicolas Tiernac. Donc un témoignage et une question. Témoignage, nous Airbnb, on a fait en fait cette année une enquête base de données DGFIP. Donc je sais pas, voilà, on demande, on a la base de données, c'est pas, ils sont pas encore totalement RGPD peut-être là-bas. Et donc avec, au début, c'était de connaître leur, on va dire, leur sensibilité vis-à-vis de la station de Kernac, comment ils ressentaient le tourisme, et dans le même temps, leur demander s'ils louaient. Voilà. C'était un questionnaire assez simple. On a eu 1600 retours sur 6000. Et donc par ce biais-là, on a un premier contact, donc qui permet après de leur demander en fait leur avis et de les sensibiliser après aux prestations de l'office. L'autre point, c'était en question, moi à l'inverse, c'était vis-à-vis des groupes. J'ai plus de mal à sensibiliser les groupes, hôteliers, camping. Ah oui, les groupes, les grosses chaînes, les groupes, etc. Est-ce que vous avez des exemples, vous n'en avez pas de Du coup, la façon dont on traite, nous, les Bellambra, Pierre et Vacances et compagnie, c'est plutôt de leur donner de l'info-marketing de communication. C'est-à-dire qu'on leur envoie un petit kit avec les photos, les vidéos, le descriptif de l'événement, de l'animation, du machin, du truc, pour qu'ils aient des leviers de vente, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de bosser avec eux, mais c'est pas le plus simple, hein, franchement. Sur notre territoire, on a 2 hôtels du groupe Accor, un Campanile, et au niveau des résidences, on a 2 résidences qui font partie d'un groupe, mais on n'a pas de souci particulier avec eux. D'autres questions, témoignages? Vas-y. Bonjour, Michael Chabanol, Grand Narbonne Tourisme. Moi, c'était plutôt pour un témoignage. On s'est engagé dans des relations pro avancées depuis quelques années. Et en fait, on a d'abord mis en place avec les PIC depuis 2 ans en fait, des packs pro à 3 niveaux de tarifs. Alors, ça monte assez cher parce qu'on monte à 500 € et même à 650 € pour les pros qui sont dans les territoires voisins. Mais en fait, on combine plusieurs offres de services, à la fois la visibilité locale, donc à la fois nos équipes, quand on est en pack premium, elles parlent d'abord du pro à l'accueil. Sur le site web, elles sont mises en avant dès la homepage dans notre sélection. Dans notre guide des vacances, elles apparaissent aussi en avant. Et on a rajouté depuis 2 ans cette brique de promo où du moment qu'on part en promo en France sur un bassin de clientèle ou à l'étranger, on part avec des pros choisis parmi les packs premium. Et ça nous apporte un argument assez important auprès des hébergeurs parce que c'est une brique qui les intéresse toujours à jouer. Après, un autre élément qui nous a beaucoup aidé à travailler avec les pros, ça a été une grande enquête clientèle menée auprès de 1200 personnes sur le territoire pendant 20 minutes et de 100 personnes pendant 2 heures. Et on anime là depuis cette année des ateliers avec les pros. Et là, ils viennent vraiment à la recherche de l'info comportement client. Et là, on voit des prestataires qu'on ne voyait plus dans nos services qui viennent finalement à la rencontre d'une matière très riche. Et puis pour ceux qui sont un peu largués quand on commence à les démarcher, et ben on leur propose aussi des rendez-vous marketing de 3 heures où finalement on va chez eux et on remet tout à plat, donc de leur technique de com à leur offre de service pour les challenger en fait et puis pour leur montrer là où ils pêchent dans leur proposition. Alors c'est du personnel de l'office. Moi en fait je m'y rends moi, personnellement directement et j'ai toujours un conseiller en séjour avec moi qui est le premier référent des relations pro sur des secteurs géographiques parce que ça a une vertu en fait de formation et de lien permanent avec le pro. Donc c'est vrai qu'on s'est adapté enfin on essaie de s'adapter à chaque public cible. On parlait des grands groupes, bah, finalement là on va partir avec Interhome Europe. On prépare une opération avec eux à Prague pour pouvoir en fait bien promouvoir la destination à Prague. Mais finalement on a répondu à une de leurs sollicitations. Donc on essaie vraiment de s'ajuster
au cas par cas. Alors parfois on n'y arrive pas, évidemment, mais parfois on y arrive. Alors c'est vrai que le volet hébergeur est toujours un peu plus difficile que le volet activité, mais on progresse là-dessus chaque année. Merci Mickaël. Est-ce qu'une dernière question éventuellement oui, et après on fait une conclusion. Une dernière question en interne. Donc on a parlé des équipes et autres. Juste dans la relation avec les prestataires, est-ce que vous avez identifié des personnes référentes qui s'occupent d'un portefeuille client, enfin client ou prestataire, ou alors est-ce que chacun est l'intervenant pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un chef d'équipe en fait qui s'occupe d'une partie? On a un responsable du pôle pro, bien évidemment. Et on a, comme vous l'avez vu, un très grand territoire. On a séparé notre territoire en quatre zones, entre guillemets. Et donc, oui, on a des personnes qui étaient auparavant dans les anciens offices de tourisme qui avaient un contact privilégié déjà. Je pense notamment à la station de Saint-Calguildo, où il y a beaucoup de prestataires d'hébergement, hôtels et campings, ou du côté du Pays de Fréhel. Sur notre territoire, on a 3 communes qui représentent 60% de la taxe de séjour. La ville de Dinan, la commune de Saint-Calguildo et Fréhel. Donc clairement, on a beaucoup de prestataires sur ces 3 communes. Donc oui, on a réparti. Géographiquement, du coup. Voilà, ce n'est pas le terme de portefeuille, mais évidemment, donc, on a des personnes qui sont en charge de Dinan-Vallée de la Rance, qui est quand même notre gros territoire. Hein. On a plus de 300 partenaires dessus. Donc il y a 2 personnes qui sont sur ce secteur. Et par contre, sur d'autres secteurs, on n'a qu'une seule personne. Grosso modo, elle est en contact avec peut-être 80 à 100 personnes, vous voyez, 650 avec des clients potentiels après. Alexis, c'est un système de portefeuille aussi géographique ou catégoriel? Non, le géographique, on a voulu le casser justement pour qu'on casse un peu les anciens périmètres des offices de tourisme. En revanche, donc on a vraiment une personne nous, dans l'équipe qui est en charge des partenariats et des relations avec nos pros, par contre qui s'appuie sur tous les membres de l'équipe qui ont un cadre d'expertise reconnu et qui peuvent l'apporter au cas par cas. D'accord, super. Mais écoutez, il faut maintenant conclure. Donc on a vu que malgré une battle, ils étaient quand même assez d'accord, que le public était aussi assez d'accord pour s'occuper des pros. Il n'y a que moi qui dis qu'il faut arrêter de faire payer les hébergeurs et surtout, il faut être très très gentil avec chouchouter les Airbnb et tous ces nouveaux acteurs qui provoquent de l'activité sur le territoire. Je crois que c'est le prochain enjeu. Ce que j'en retire aussi, c'est que dès qu'il y a de l'expertise, c'est l'exemple de Mickaël, dès qu'il y a de l'expertise, que c'est reconnu, il y a moyen d'amener de nouveaux services aux pros qui sont reconnus et qui sont consommés. Ça, c'est quand même, je pense, une bonne nouvelle pour l'avenir. Merci à vous et surtout merci Alexis et Dominique.